Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Jean-Claude, je suis assez préoccupé d'une sorte d'impression qu'il y a des voix un peu orchestrées aux États-Unis qui s'élèvent en faveur d'un retour de l'inflation. Ça a commencé un peu avec le FMI, Olivier Blanchard et quelques autres. On a maintenant l'impression que la Fed est plutôt dans une telle orientation. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je dirais que je ne crois pas que la Fed soit sur une orientation de cette nature. En revanche, il y a une réflexion dans le monde académique et elle a été reflétée dans certains des papiers du Fonds monétaire international sur l'opportunité d'avoir des définitions de la stabilité des prix à un niveau d'inflation nettement supérieur à ce qui est actuellement le consensus mondial, qui est, je dois dire, extrêmement proche de la définition que nous donnons nous-mêmes en Europe, qui est moins de 2%, mais proche de 2%. Je dois vous dire que, à ma connaissance, il n'y a pas un gouverneur de banque centrale dans le monde qui trouverait opportun d'augmenter le niveau de l'inflation objectif pour ceux qui pratiquent le ciblage direct d'inflation ou de la définition de la stabilité des prix pour ceux qui, comme nous, ne pratiquent pas le ciblage direct d'inflation, mais ont une définition extrêmement précise. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que cela aurait des conséquences tout à fait désastreuses en matière d'ancrage des anticipations d'inflation. Nous avons la chance, dans un assez grand nombre de pays, nous avons la très grande chance, je dois dire, dans la zone euro, d'avoir un très bon ancrage de nos anticipations d'inflation. Si on changeait la définition de la stabilité des prix, on pousserait à la hausse, évidemment, les anticipations, mais de manière tout à fait trouble, parce que le fait de changer la définition créerait une sorte de risque de changement ultérieur, et on aurait donc une très grande volatilité des anticipations d'inflation, une augmentation de tous les taux d'intérêt de marché, qui doivent naturellement incorporer les anticipations d'inflation future, et donc exactement l'inverse de ce qui est souhaité en termes de consolidation de la reprise et d'environnement favorable, disons, à la création d'emplois et à l'activité. Donc je respecte totalement, naturellement, la liberté académique de réfléchir en permanence à des solutions alternatives, mais nous sommes totalement contre. La communauté internationale est contre et je m'en réjouis. Ce qui veut dire que tous les articles qu'on lit à propos de votre collègue Ben Bernanke, de Hélicoptère Ben, etc., il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Non, je suis convaincu, encore une fois, il ne m'appartient pas de juger les banques centrales sœurs, avec lesquelles d'ailleurs nous avons toujours eu une coopération très intime, mais je dirais simplement que je suis convaincu que nos collègues de l'autre côté de l'Atlantique n'ont aucune intention d'augmenter la volatilité de leurs anticipations d'inflation. Leur définition implicite de la stabilité des prix est, je dois dire, très proche de la nôtre. Très proche de la nôtre. Mais la petite différence qui est assez substantielle en période un peu turbulente, c'est que nous avons un meilleur ancrage des anticipations d'inflation, tout simplement parce que dans le contexte américain, il est beaucoup plus difficile d'être aussi clair que nous sur la définition de l'inflation optimale de notre point de vue, moins de 2%, proche de 2%, je suis formel, c'est clair, c'est net. Nous l'avons dit depuis le début de la zone euro. Notre track record est que nous avons donné sur 11 ans et demi une inflation annuelle de 1,97%. Je parle à un mathématicien éminent pour une définition qui était moins de 2, proche de 2. Je le laisse apprécier la qualité du résultat.
C'est admirable. Alors, je voudrais poser une question qui est un petit peu liée à la précédente, mais les grandes banques centrales aujourd'hui sont indépendantes, et personnellement, je m'en réjouis presque tous les jours. Mais vous êtes amené, surtout d'ailleurs vous, en tant que président de la BCE, plus peut-être que certains de vos collègues, le collègue américain, à rappeler constamment les gouvernements à leur devoir en matière d'équilibre budgétaire, ou en tout cas de moindre déséquilibre budgétaire. Et là aussi, je reviens à mes préoccupations américaines, si je puis dire, car j'ai l'impression qu'il y a presque une orchestration. Enfin, il y a un courant très, très puissant aux États-Unis, qui est d'ailleurs mené même par des gens aussi éminents que Paul Krugman, prix Nobel d'économie, et qui a pignon sur rue, qui écrit beaucoup. Un courant puissant donc pour appliquer des thérapeutiques keynésiennes un peu primitives, hein, c'est-à-dire accroître les déficits sans préoccupation des conséquences que cela peut avoir par exemple sur le taux de change. Est-ce que vous êtes vous-même préoccupé par cette tendance ? Nous avons deux ordres de préoccupation, bien sûr, comme vous l'avez rappelé. Une préoccupation intra-européenne et puis une considération mondiale. Sur le plan intra-européen, notre position a toujours été très claire. Le fait que la Banque centrale ou les banques centrales en Europe, y compris les banques centrales qui ne sont pas dans la zone euro, s'expriment très fermement sur la politique budgétaire est une tradition européenne. C'est beaucoup moins, je dois dire, une tradition américaine ou dans d'autres pays. Mais en Europe, même du temps d'ailleurs où les banques centrales n'étaient pas indépendantes comme elles le sont aujourd'hui, elles avaient le droit et le devoir de donner leur appréciation et leur jugement sur les politiques budgétaires. Nous considérons que des politiques budgétaires sages, des politiques budgétaires qui soient convaincantes en ce qui concerne la capacité de revenir à un équilibre de moyen terme, sont complémentaires de toutes les mesures qui sont prises pour consolider la reprise et pas du tout antagonistes. Pourquoi ? Eh bien parce que la reprise est faite dans une très très large mesure de la confiance des ménages, de la confiance des entreprises, de la confiance évidemment des investisseurs et des épargnants. Si on ne convainc pas en matière de qualité du retour à l'équilibre, à un équilibre raisonnable des finances publiques, alors on n'a pas la confiance et donc on n'a pas la consolidation de la reprise. Nous considérons que le canal de la confiance est si important en Europe aujourd'hui qu'encore une fois, c'est aller dans le sens de la reprise que d'être sage en matière budgétaire. Et c'est encore plus vrai naturellement dans un certain nombre de pays qui ont des difficultés toutes particulières. Aux États-Unis, je dirais que le sens du niveau de confiance qui est associé à une bonne politique budgétaire est plus difficile à percevoir peut-être parce que historiquement la contrainte extérieure n'a pas été réellement ressentie. Mais il me semble que le raisonnement des Européens, à savoir que dans une perspective de moyen-long terme, la sagesse budgétaire est un élément essentiel, est valable pour tous les pays. Mais je n'ai aucune leçon, évidemment, à donner aux États-Unis et je m'en tiens certainement par proximité et confiance dans la Banque centrale américaine à ce qu'elle dit elle-même sur la politique budgétaire des États-Unis. Alors, dernière question, vous étiez présent à la première édition de cette World Policy Conference à Évian, le 6-8 octobre 2008, à un moment qui était particulièrement dramatique dans la conjoncture de la crise financière. 2 ans après, quel est votre bilan de ce qui a été accompli dans l'ordre de la gouvernance financière mondiale? C'est un sujet évidemment d'une grande complexité technique. Et comment peut-on synthétiser le bilan de ce qui a été accompli et de ce qui reste à faire? Je crois que beaucoup a été fait et qu'il reste énormément à faire et qu'il faut être plus alerte et plus
plus attentif que jamais aux évolutions financières et économiques. Le domaine dans lequel les progrès les plus importants et les plus rapides d'ailleurs ont été faits est celui des standards, des règles de prudence, notamment des règles de prudence pour les banques commerciales. C'est BAL 3. Là, c'est BAL 3. Il est très impressionnant de voir que nous avons d'ores et déjà un consensus sur la définition du capital, un consensus sur les capital requirements et un consensus sur la transition pour aller vers le régime permanent. Je dois dire que je trouve ces travaux qui ont été menés par les superviseurs bancaires et par les banques centrales à Bâle, selon les orientations du G20, vraiment remarquables par la rapidité, par le fait que nous avons ensemble défini de nouveaux standards qui sont beaucoup plus exigeants que ceux qui existaient auparavant, et que nous avons aussi eu le souci de trouver le bon équilibre entre le fait d'être assuré que le système bancaire en régime permanent futur sera beaucoup plus solide et beaucoup moins fragile qu'auparavant, tout en ménageant les transitions, puisque, comme vous le savez, les nouveaux standards s'appliqueront dans toute leur rigueur comme standard minimum. En tout état de cause, les superviseurs nationaux pourraient imposer des standards supérieurs, mais c'est le commun dénominateur au niveau mondial, et nous l'aurons à la fin de l'année 2018. À partir de 2019, les nouveaux standards s'appliqueront dans leur intégralité. Cela illustre bien, presque de manière emblématique, je trouve, cette nécessité de décider rapidement, mais en même temps d'avoir la bonne mesure, en quelque sorte, de la rigueur réglementaire au niveau mondial en régime permanent, mais en ménageant des transitions et en ayant le sens, finalement, à la fois du long terme et aussi du court-moyen terme pour assurer la transition. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un beau succès de la coopération internationale. Ça a été fait avec tous les pays émergents systémiques. Ce n'est plus le privilège des industrialisés. La gouvernance, de ce point de vue-là, a changé absolument, radicalement à l'occasion de la crise. Le domaine dans lequel, à l'évidence, on est moins avancé est le domaine très ambitieux de cette coordination des politiques macroéconomiques au niveau mondial. Ça pose tout le problème de l'internalisation au niveau des décisions de chacun des États, de l'intérêt supérieur de l'économie internationale. C'est le très grand sujet de la gouvernance macroéconomique, donc pas de la gouvernance au niveau des règles de prudence. Et là, je dirais, nous avons encore beaucoup à faire à tous égards, y compris en termes de communication, de pédagogie, d'explication, notamment aux opinions publiques, à nos démocraties, pour qu'elles acceptent d'intégrer dans leurs propres décisions cet intérêt supérieur qui est celui de la stabilité, de la prospérité de l'économie mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup.